Bonjour à tous. Récemment, la PME spatiale française Latitude a publié cette photo. Il s'agit d'un nouveau prototype de leur moteur fusée Navier, qui devrait équiper leur micro-lanceur Zephyr dans le futur. Ce n'est pas le premier prototype de ce moteur que la société présente, mais la particularité de celui-ci est qu'il est équipé de turbopompes, système qui n'était pas présent sur les autres prototypes, qui n'étaient que de simples chambres de combustion. On peut donc dire que ce prototype est le premier modèle complet du système propulsif du futur lanceur Zephyr. Une semaine plus tard, Latitude a publié une vidéo d'un des premiers essais de ce moteur. Cela a piqué ma curiosité, et j'ai parallèlement eu la chance de visiter les locaux de l'entreprise lors de leur journée porte ouverte du 6 juin 2026. J'ai donc décidé, pour votre plus grand plaisir, de faire un petit exercice d'analyse de ce moteur et de son fonctionnement basé sur ces images et quelques informations disponibles sur internet. Pour commencer, faisons ensemble un petit état de l'art des technologies utilisées dans ce moteur et de leurs origines. Le moteur Navier est relativement petit, d'une poussée d'environ 40 kN, soit 4 tonnes, fonctionnant avec un mélange de kérosène et d'oxygène liquide. Il n'est pas dénué de sens de dire que la conception de ce moteur s'inspire, comme beaucoup d'autres, du moteur néo-zélandais Rutherford de la société Rocket Lab, qui équipe la fusée Electron qui peut être considérée comme le premier micro-lanceur fonctionnel du New Space. Conçu dans les années 2010, le moteur est en grande partie imprimé en 3D, comme le Navier, et fonctionne grâce à un cycle original de motopompe électrique. Le moteur Navier était originalement pensé pour adopter le même système de cycle que le Rutherford, avant que les ingénieurs de Latitude ne changent leur plan pour adopter un système de turbopompe à cycle ouvert parallèle, plus performant, pour alimenter leur moteur en ergol à une pression de 40 à 50 bars environ. Il est intéressant de noter que ce cycle est assez rare dans les conceptions de moteurs modernes, mais se retrouve sur des moteurs plus anciens, mais très fiables, comme le RD-107, qui équipe la fusée Soyouz, ou encore le moteur de la fusée A4. Ce n'est d'ailleurs pas le seul choix technique que fait Latitude inspiré du lanceur Soyouz. Maintenant que nous avons fait les présentations, essayons de comprendre ensemble ce que l'on peut voir sur cette image. On voit tout d'abord la chambre de combustion et la tuyère. C'est la partie qui a la charge de produire la poussée du moteur. Ici, la chambre de combustion est imprimée en 3D dans un matériau appelé Inconel. Très résistant, il a toutefois quelques défauts que nous verrons plus tard dans la vidéo. Remarquez ici la soudure montrant que la tuyère est imprimée en 2 pièces, sûrement car la taille du moteur excède le volume maximum de l'imprimante. Plus haut, caché sous tous ces tuyaux, on aperçoit les injecteurs, ou plus exactement le dôme d'injection, qui recouvre un assemblage, sûrement assez complexe, de pièces permettant le mélange des ergols dans la chambre. Le dôme semble imprimé en aluminium, sûrement pour des raisons de légèreté, mais hormis la couleur et la forme, rien ne me permet d'en avoir le cœur net. La structure visible au-dessus sert à transmettre la poussée du moteur, ainsi qu'à attacher divers équipements placés au-dessus de la chambre. Cette structure est aussi imprimée en 3D, sûrement en aluminium. Au sommet, on retrouve le cardan. Cette pièce fait la liaison mécanique entre le moteur et le lanceur. Il permet la rotation du moteur sur 2 degrés de liberté. Cela permettra le contrôle d'attitude du lanceur dans le futur. Et justement, pour orienter le moteur, 2 vérins électriques remplaceront ces axes mécaniques qui, ici, sont des capteurs de force. Ces capteurs permettent de mesurer la poussée transversale du moteur lors des essais sur banc, permettant, entre autres, de dimensionner les vérins qui les remplaceront. En parlant de capteurs, on remarque ici une concentration de capteurs de pression regroupés sur une plaque de support avec divers petits tuyaux qui en partent pour courir tout autour du moteur. Ces tuyaux, qui sont souvent appelés capillaires à cause de leur petit diamètre, permettent d'acheminer la pression du point de mesure requis vers le capteur de pression. Pourquoi ne pas directement brancher le capteur sur le point de mesure ? Il y a plusieurs raisons à cela, mais cela peut s'agir d'un problème thermique, le point de mesure étant trop chaud ou trop froid pour l'électronique sensible du capteur, un problème d'encombrement, ou tout simplement afin de pouvoir regrouper les capteurs aux mêmes endroits pour simplifier l'intégration et le câblage. On retrouve par exemple cette même méthode sur le moteur HM7B qui est équipé Ariane 1 à 5. Remarquez que certains capteurs de pression ont été placés ailleurs dans le moteur. Enfin, le petit chapeau orange placé sur les capteurs est une protection plastique qui recouvre les connecteurs électriques sur lesquels seront branchés les harnais électriques à l'assemblage. En ce qui concerne les tuyaux, il n'y a pas que des capillaires de mesure. On retrouve aussi des tuyaux chargés d'acheminer des gaz comprimés comme l'azote pour actionner des vannes dites pneumatiques car mues par la force des gaz comprimés. Ces vannes peuvent être la vanne principale d'oxygène,
ici, la vanne principale kérosène, mieux visible sur cette photo, ou encore cette vanne-ci dont nous parlerons plus tard. Si l'on s'intéresse maintenant à la gauche de l'image, on y retrouve ce qui est généralement considéré comme le cœur du moteur, la turbopompe. Elle est ici composée d'une pompe à oxygène liquide, dont l'entrée est ici, et la sortie ici. Remarquez par ailleurs la conduite qui relie la pompe à la vanne d'oxygène. Sur cette vue, on voit mieux la pompe à kérosène placée sous la pompe à oxygène, avec cette fois-ci une entrée latérale et une sortie ici. Ces deux pompes sont fixées sur le même arbre entraîné par la turbine placée juste en dessous de la pompe à kérosène. Cette turbine est alimentée en vapeur par un générateur de gaz, visible ici sur cette photo, dans lequel du peroxyde d'hydrogène est décomposé pour créer de la vapeur sous pression qui, détendue dans la turbine, fournira l'énergie à l'ensemble du mécanisme. Une fois la vapeur détendue, elle est éjectée par cette tuyère secondaire qui doit également générer quelques dizaines, voire centaines de newtons de poussée supplémentaires pour le moteur. Les pièces mates de la turbopompe sont également imprimées en 3D, mais il est très probable que le mécanisme intérieur soit lui usiné de façon traditionnelle pour une plus grande précision et un meilleur équilibrage des aubes en rotation. Si l'on regarde ce court extrait vidéo d'un test de la turbopompe, on remarque bien la différence entre la pompe à oxygène liquide à -183°C, qui est couverte de givre, et celle à kérosène, qui elle est à température ambiante. Notez également le changement de couleur du métal, probablement de l'inconel, du carter de la turbine dû à la très haute température de la vapeur qui la traverse. Bon, cela fait beaucoup d'informations à enregistrer, mais pour mieux comprendre comment fonctionne le moteur Navier, voici un schéma simplifié que je vous ai préparé. On peut déjà identifier certains éléments que nous avons déjà vus, comme le cardan et les capteurs de force, éléments structurels du moteur. La vanne principale d'oxygène liquide, qui isole la chambre de combustion du reste du lanceur sur la conduite d'oxygène. La vanne principale kérosène, qui a un rôle identique pour le kérosène. Enfin, représentée ici, la vanne dont je vous ai parlé précédemment qui est, selon moi, une vanne de purge oxygène qui sert à la mise à froid du moteur avant la mise à feu. Cette vanne sert donc, avant et sûrement après, le fonctionnement du moteur, mais reste fermée durant toute la phase de poussée. Les vannes sont volontairement placées en aval des pompes, pour que les pompes puissent commencer à tourner baignées dans le liquide, et déjà refroidies en ce qui concerne la pompe d'oxygène liquide. C'est justement ici qu'intervient la vanne de purge oxygène, dont le rôle est possiblement double. Évacuer les bulles d'oxygène formées par l'évaporation constante de l'oxygène liquide, et permettre la circulation de l'oxygène liquide autour des pompes et de la tuyauterie environnante pour les refroidir avant le démarrage du moteur. Continuons maintenant à décrire le fonctionnement du moteur Navier à travers une séquence d'allumage. Convenez que celle-ci n'est pas exacte, mais doit être assez proche de la séquence que seuls les ingénieurs de l'attitude connaissent. Dans un premier temps, du peroxyde d'hydrogène de formule H2O2, aussi appelé HTP pour High Test Peroxide, est injecté sous pression dans le générateur de gaz. Cette solution aqueuse, très connue sous le nom d'eau oxygénée, est ici concentrée à plus de 90%. Au contact d'un catalyseur, maillage métallique ou céramique recouvert d'une matière réactive comme de l'argent ou du dioxyde de manganèse, le peroxyde se décompose violemment dans une réaction très exothermique. Cette réaction produit alors un mélange de vapeur d'eau et d'oxygène à une température comprise entre 700 et 1000 degrés Celsius. À cette température, la vapeur d'eau est totalement gazeuse. On parle alors de vapeur sèche car dépourvue de condensat en suspension. La vapeur sèche ainsi créée dans le générateur de gaz est détendue dans la turbine, ce qui entraîne sa mise en rotation. Tout au long du fonctionnement du moteur, un débit constant de peroxyde permettra de maintenir en rotation la turbine. Ce cycle de turbopompe est donc dit parallèle, car l'entraînement de la turbine se fait par un système totalement déconnecté, donc parallèle, du reste du moteur, les ergols ne servant donc qu'à la propulsion. Ce cycle est le même que celui du moteur RD-107 du lanceur Soyouz, à la différence que sur le moteur russe, le peroxyde est mis sous pression par une pompe, alors qu'ici, c'est directement le réservoir de peroxyde qui est pressurisé. Une fois passé dans la turbine, la vapeur est évacuée par la tuyère d'échappement. Remarquez sur cette vidéo d'essai du Navier, le filet de vapeur qui s'échappe de cette tuyère est à peine perceptible. Cela montre que celle-ci est encore très chaude en sortie de turbine et ne s'est pas encore complètement recondensée. La mise en rotation de la turbine entraîne la mise en rotation de la pompe d'oxygène et de kérosène, du fait que ces trois éléments sont placés sur le même arbre. La pression commence donc à augmenter en aval des pompes, même si pour le moment, aucun débit d'ergol n'est possible, les vannes navales restant fermées. Remarquez que les deux pompes sont placées en opposition,
l'oxygène se déplaçant du haut vers le bas et inversement pour le kérosène. Cette disposition permet, entre autres, un équilibrage des forces axiales des pompes. En effet, les rotors des pompes centrifuges ont tendance à subir une force les poussant vers l'amont. En plaçant les pompes ainsi, les forces se compensent en partie et les roulements de la turbopompe s'en trouvent soulagés. Une fois la pression en aval des pompes suffisante, les vannes principales d'oxygène et de kérosène s'ouvrent dans un ordre défini par les ingénieurs de Latitude, la séquence devant être, selon leur dire, très précise. Le kérosène se met alors à circuler dans un ensemble de canaux placés au sein même de la paroi de la tuyère. Ce circuit, appelé régénératif, permet de refroidir la paroi de la chambre de combustion et de la tuyère, qui contiennent une flamme à plus de 3200 degrés Celsius tout au long du fonctionnement du moteur. Le refroidissement de la chambre de combustion est un vrai défi, tout particulièrement sur ce moteur. En effet, comme évoqué précédemment, la chambre est imprimée en Inconel, matière très résistante, mais avec une très faible conduction thermique, contrairement au cuivre, qui est utilisé dans les chambres de combustion traditionnelles. Il est donc très compliqué d'évacuer la chaleur de l'intérieur de la chambre vers le kérosène, qui lui sert de liquide de refroidissement. Pour pallier à cela, les ingénieurs de Latitude ont utilisé au moins 2 techniques. Tout d'abord, le kérosène est introduit dans le circuit de refroidissement en 2 endroits par 2 tores de répartition différents. Le tore supérieur permet de réinjecter du kérosène froid dans le circuit de refroidissement juste avant la chambre de combustion où la flamme est la plus chaude. La seconde technique consiste à injecter du kérosène directement sur les parois internes de la chambre. Ce film de liquide froid permet de créer une barrière protectrice entre la flamme et la paroi, au détriment de la performance du moteur, une partie du kérosène n'étant pas brûlée. On peut d'ailleurs voir ces imbrûlés en noir sur la surface extérieure de la flamme en sortie de la tuyère. Cette injection de kérosène se fait par une suite d'orifices dans la paroi de la chambre située sous le tore de distribution supérieure. L'injection se fait donc juste au-dessus du col de la tuyère qui est, pour des raisons de mécanique des fluides, le point où le flux thermique incident est le plus élevé. Et comme sur la plupart des chambres fabriquées en Inconel, en ce point, le circuit régénératif seul ne suffit pas pour refroidir la paroi. Pour ce qui est de la majorité du kérosène, celui-ci finit sa course en sortant du circuit de refroidissement pour entrer dans la plaque d'injection où, avec l'oxygène liquide, il est pulvérisé en fines gouttelettes dans la chambre de combustion. Une fois les 2 ergols dans la chambre de combustion, un système de torche intégré à la chambre met feu au mélange. La torche est elle-même alimentée par du kérosène et de l'oxygène, prélevés chacun sur leur conduite principale et contrôlés par des électrovannes. Après la mise à feu, l'alimentation continue du moteur en ergol entretient la combustion. Et voilà, tous les secrets du moteur Navier que je peux vous livrer pour aujourd'hui. J'espère que la schématisation de celui-ci vous a permis de mieux comprendre son fonctionnement et que l'ensemble de la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour plus de spatial.